Alors bonjour à tous, très heureuse de participer à cette journée. Je tiens tout d'abord à remercier le président de la délégation des barreaux de France et le barreau de Marseille pour l'initiative de cet événement auquel je suis ravie de participer. Je salue bien sûr tout cet auditoire. J'imagine et je suis même certaine, pour avoir été présente depuis ce matin, qu'il y a dans ce public des gens très européens et très connaisseurs de cette matière. Mon propos va être beaucoup plus modeste, mais j'espère quand même qu'il vous intéressera. L'Europe, et j'ai appris avec beaucoup d'intérêt par la bouche de monsieur le bâtonnier-Brunet, l'Europe n'est pas l'apanage de quelques grands cabinets parisiens avec des antennes à Bruxelles. L'Europe, ça nous impacte tous. Et je salue vraiment cette décision d'avoir organisé cette première édition des entretiens européens à Marseille. J'ignorais que Marseille avait joué un grand rôle lors de la création de la délégation des barreaux de France, mais moi je suis très heureuse de cette initiative régionale, car elle est totalement partagée par le réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale, que j'ai l'honneur de représenter depuis le mois de septembre 2020, puisque je suis le point de contact national pour la France, et qui est totalement convaincu que c'est en allant sur le terrain, à la rencontre des professionnels du droit, qu'on va faire vivre ce droit de l'Union européenne, qu'il faut impérativement que l'ensemble des praticiens s'emparent pour véritablement disposer de cet espace judiciaire européen dont l'Europe a souhaité se doter, notamment à l'issue du Conseil de Tampere en 1999, qui a décidé de la création de ce réseau judiciaire en matière européenne, en matière civile et commerciale, puisque ce réseau, je ne sais pas si vous le connaissez tous, ce réseau, il a quand même plus de 20 ans. On a fêté l'an dernier, dans le cadre d'ailleurs de la présidence française du Conseil européen, son 20e anniversaire, qui était d'ailleurs organisé dans l'enceinte du Conseil supérieur du notariat, qui est l'un des membres de ce réseau. Donc vraiment, merci encore de cette invitation et bravo pour cette initiative des entretiens européens qui met l'Europe à l'honneur et qui met également, parce qu'il n'y a aucune contradiction, les régions à l'honneur dans la diffusion et la propagation du droit européen. Donc, moi, si vous le voulez bien, ce que j'ai envie de faire, tout d'abord, c'est de vous présenter une petite vidéo que nous avons réalisée dans le cadre de ce réseau pour expliquer comment nous sommes nés et quelle est notre mission, quel est notre rôle. Donc, si c'est possible, je crois que c'est mon deuxième Le réseau slide. judiciaire européen en matière civile et commerciale simplifie et facilite la coopération judiciaire et juridique entre les États membres de l'Union européenne. Il est constitué d'un point de contact national par État membre. Ces points de contact se rencontrent régulièrement et travaillent ensemble sur l'application des instruments européens. En France, le point de contact national du RJECC est un magistrat au ministère de la Justice. Mais le RJECC, c'est également les représentants de chaque profession judiciaire, avocats, avocats au conseil, huissiers de justice et notaires, ainsi qu'un magistrat référent dans chaque cour d'appel. Les actions menées par le RJECC sont simples. Il aide les praticiens quand une difficulté survient dans un dossier transfrontière en matière civile et commerciale. Un exemple ? Monsieur Kovacs et Madame Robert se sont séparés. Monsieur Kovacs est retourné dans son pays d'origine, la Hongrie. Chaque époux a saisi un juge dans son pays. Que doit faire le juge français ? Le point de contact national peut lui apporter son expertise en droit européen sur des difficultés particulières d'application. Les époux avaient choisi d'appliquer la loi hongroise à leur divorce. À la demande du juge français, le point de contact hongrois lui fournira le contenu de la loi applicable. La décision de divorce doit être notifiée à M. Kovacs. Elle est adressée par un huissier de justice à un huissier hongrois qui ne répond pas. Le réseau permet de contacter rapidement l'autorité étrangère et d'obtenir la notification de la décision.
Alors, comment saisir le RJECC? Vous êtes magistrat ou greffier? Saisissez le magistrat référent de votre cour d'appel ou le point de contact national. Vous êtes praticien? Demandez au juge saisi du dossier d'avoir recours au réseau ou adressez-vous à votre ordre. Nous avons besoin de votre contribution. N'hésitez pas à saisir le RJECC. Voilà, ben je pourrais presque m'arrêter là parce que mon rôle, c'était de vous présenter, je crois que le sujet, c'était la pratique du droit de l'UE dans les litiges transfrontaliers en matière civile et commerciale, et donc le rôle, et là, c'est toute l'assistance que peut vous apporter ce réseau européen. Donc, vous l'avez entendu, il est effectif depuis l'année 2002, il est composé d'un point de contact national, en administration centrale. Je suis actuellement ce point de contact national magistrat. J'ai avec moi tout un réseau de référents sur le terrain, un référent par cour d'appel dans les 36 cours d'appel, plus un référent à la Cour de cassation. Nous avons une illustre représentante en la personne de Madame Plaskin que j'aperçois, qui fait un travail formidable au niveau de la Cour d'Aix-en-Provence pour faire vivre ce réseau. Nous avons des représentants des ordres, ordre des avocats, Conseil national des barreaux, délégation des barreaux de France, Conseil supérieur du notariat, Chambre nationale des commissaires de justice et l'ordre des avocats à la Cour de cassation qui sont également présents, et tous ensemble, parce que l'interprofessionnalité est un élément essentiel. Je dois dire d'ailleurs que c'est à l'initiative de la France, en 2009, que cette interprofessionnalité s'est mise en place, parce que à l'origine, il n'y avait que des magistrats qui composaient ce réseau, mais on sait tous parfaitement que l'œuvre de justice, elle ne peut se concevoir sans l'interaction de tous ces professionnels du droit que nous sommes. Donc, et je pense que dans le public, en tout cas, on a des avocats, on a des magistrats, et il y a la volonté même d'aller encore plus loin dans cette intégration. Un de nos projets, c'est d'intégrer également le personnel des greffes, qui sont des agents majeurs dans l'exécution, notamment les fameux certificats d'exécution qui sont délivrés par les directeurs de greffe et les greffiers. Voilà. Donc, la composition du réseau, vous l'avez donc compris, magistrats, avocats, notaires, huissiers de justice, avocats au conseil, une véritable interdisciplinarité. Et j'ajoute qu'à ces acteurs, qui sont des membres d'origine, il y a également des acteurs associés qui sont essentiels, dont on a entendu parler déjà dans les différentes interventions, que sont les magistrats de liaison. La France a le plus fort contingent, je crois que c'est ça, on est 17 actuellement, 17 magistrats de liaison. Il y a bien sûr les administrations, les autorités centrales, qui sont désignés dans les différents instruments européens, qui ont un rôle très important. Il y a les universitaires, il y a l'ENM, bien sûr, l'ENM également, qui est un partenaire. Et lorsque l'on organise des colloques ou des événements, on associe très volontiers tous ces acteurs très, très importants. Le fonctionnement du réseau, il faut bien comprendre qu'il part, c'est une initiative qui a été faite, une initiative du Conseil européen, une décision du Conseil européen de 2001, et il y avait deux idées. Il y avait l'idée qu'il fallait impérativement faire remonter les difficultés qui étaient rencontrées sur le terrain. Et c'est là qu'on revient d'ailleurs à nos fameuses régions. Parce que c'est bien beau de dicter des normes à Bruxelles, mais encore faut-il que ces normes, elles répondent véritablement aux besoins qui sont exprimés sur le terrain, et que l'on évalue d'ailleurs régulièrement si les règlements qu'on a pu prendre à un moment donné, ils sont toujours d'actualité, ou est-ce qu'ils ne devraient pas être améliorés, amendés pour évoluer et répondre véritablement à la demande. Et puis c'est également un bon moyen, ce réseau judiciaire européen, pour la Commission européenne de tester
par l'intermédiaire de ces points de contact des réseaux, des nouvelles initiatives qu'elle pourrait avoir, de faire un véritable forum de protection. Et le point de contact national, qu'il soit magistrat ou des différents ordres des professions, eh bien, il fait précisément le lien entre la commission et le terrain, et chaque référent profession est bien sûr un point de contact pour son ordre. Donc, on a donc un réseau qui est totalement décentralisé, que l'on veut dynamique, très dynamique localement, et je peux vérifier régulièrement les initiatives qui sont montées et dont la journée d'aujourd'hui est un magnifique exemple pour faire vivre ce droit européen. Les missions du point de contact. Les missions du point de contact, elles sont très simples. Qu'est-ce qu'on veut faire à travers ce réseau ? C'est prendre d'abord le contre-pied des critiques récurrentes qu'on fait souvent à l'Europe, à savoir quelque chose de très technocratique, réservé à des initiés, à des happy few, et qui serait totalement déconnecté des problématiques des citoyens au quotidien. Vraiment, de quoi se mêle Bruxelles ? Eh bien, vous l'avez entendu dans les nombreuses interventions qui se sont succédées depuis ce matin, quel est le champ aujourd'hui matériel qui échappe à la compétence européenne ? Il n'y en a pratiquement plus. Même des sujets qui, a priori, ne rentraient pas dans le champ d'application du UE, maintenant, tous ces sujets-là sont concernés. Donc, on crée des droits, on crée des libertés, mais encore faut-il que ces droits et ces libertés qui sont destinés à améliorer la vie de nos concitoyens, encore faut-il que ces droits et libertés soient connus pour pouvoir les exercer. C'est toujours le problème. C'est très beau de créer des droits, mais si on ignore jusqu'à leur existence, et c'est malheureusement souvent le cas, eh bien, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, le réseau judiciaire européen, il a justement été créé pour montrer à tous nos professionnels et à tous les professionnels que nous sommes qu'il y a des moyens assez faciles de pouvoir accéder à ces informations. Et nous, on est là pour relayer, diffuser ces informations et faciliter, améliorer, accélérer, simplifier la coopération judiciaire européenne. Donc, on peut s'adresser à nous facilement. Vous verrez, je ferai passer d'ailleurs le support de ma présentation, toutes les adresses fonctionnelles que vous pouvez utiliser, que vous soyez magistrat ou avocat ou autre profession, pour avoir ces informations. Concernant le ministère de la Justice, nous, on a une adresse très simple, je vous la donne, c'est rjecc.dacs@justice.gouv.fr. On répond à tout le monde. Si vous êtes un professionnel, même si vous n'êtes pas magistrat, on répondra. Alors attention, on ne fait pas des consultations, on ne vient pas empiéter sur le monopole de l'avocat, mais on vient donner des informations quand vous vous posez des questions, et surtout on vous dirige sur les bons instruments, on vous dirige sur les outils qu'on a multipliés pour justement rendre ce droit européen accessible. On peut faciliter des prises de contact avec des juridictions, par exemple une juridiction étrangère qui voudrait réaliser une visioconférence en France. Comment va-t-elle procéder ? Eh bien, elle peut parfaitement s'adresser au point de contact national pour lui demander quelles sont les exigences techniques requises, les exigences juridiques. On fait également, alors on vient un petit peu concurrencer Julie, on fait également du droit comparé. Moi, la Cour de cassation m'a récemment saisie pour me demander comment étaient traitées, comment les juridictions, comment les cours suprêmes européennes contrôlaient-elles l'application du droit européen par les juridictions nationales. Est-ce que vous pouvez faire une petite étude de droit comparé par l'intermédiaire de vos homologues à Bruxelles ? Eh bien, j'ai transmis ces questions de la Cour de cassation française, qu'elle avait donc besoin dont elle attendait les réponses pour faire son étude, c'était le SDER en particulier. J'ai transmis ces questions à mes homologues des différents États de l'Union pour savoir comment ils appréciaient, comment ils censuraient éventuellement les violations par la juridiction nationale du droit européen. Donc on fait du droit comparé. C'est d'ailleurs
j'allais dire, nous, en termes de requête, il faut savoir que la demande d'information sur le droit étranger, c'est la première cause de demande de coopération. Comment ça se passe ailleurs? Rechercher des solutions aux difficultés dans des dossiers transfrontières, l'exemple classique, c'est la signification. Voilà, on a envoyé son acte à signifier à l'autorité compétente désignée, parce que je pense que là, j'ai un public d'initiés. On passe plus, on n'est pas dans le cadre de la Convention de La Haye de 1965, on est avec le règlement européen qui a d'ailleurs été refondu l'an dernier, et les transmissions doivent se faire de manière directe, d'autorité compétente à autorité compétente. Pour la France, ce sont les huissiers de justice et quelquefois les greffes, et pour les autres États, il faut se référer à la liste des autorités qu'ils ont désignées. Malheureusement, quelquefois, ça ne fonctionne pas. On envoie bien, on respecte bien la procédure, on envoie son acte et puis on n'a pas de retour. Là, on m'écrit, ou on écrit à la Chambre nationale des commissaires de justice pour savoir pourquoi ce document, enfin ce retour de signification, eh bien, on ne l'a pas. Le rôle du point de contact, c'est également, et bien sûr, c'est très important, d'animer ce réseau, de le faire vivre en prenant des initiatives, développement d'outils, actions de formation, etc. Et ce point de contact national, il a comme interlocuteur privilégié l'ADBF, comme l'illustre cette journée, et puis plus généralement tous les ordres professionnels des autres professions du droit que sont les notaires, les huissiers, et les avocats au conseil. Voilà. Alors, j'essaie d'avancer. Et ça ne... Ah, voilà. Alors, je vous ai mis quelques petits tableaux pour illustrer. Alors, je pense, vous voyez depuis 2017, le nombre de requêtes dont le point de contact national a été saisi, et surtout, ce qui est intéressant, c'est la nature des requêtes. Ce que je vous expliquais, c'était que la première source de demande, c'est les informations sur le droit étranger. Et je me souviens très bien que quand j'ai pris mes fonctions en septembre 2020, en pleine pandémie, la première question qui m'a été posée, c'était d'un magistrat français en région qui avait déterminé que dans le litige qui lui était soumis, qui était un accident de la circulation, il allait devoir faire application du droit espagnol qu'il ne connaissait pas particulièrement, et qui m'a dit « Comment puis-je accéder à ce droit espagnol que je dois appliquer à mon dossier ?» Parce que, bien évidemment, ce n'est pas parce qu'on est magistrat en France ou avocat en France et que l'on va nécessairement appliquer le droit français. Il faut vraiment se poser la question. De toute façon, dès qu'il y a un élément d'extranéité, il y a deux questions à se poser immédiatement. C'est est-ce que je suis compétent d'une part, et deuxièmement, si je suis compétent, quel est le droit que je dois appliquer? Ça, c'est vraiment les fondamentaux. Je dois dire que ça paraît une évidence, mais pour le constater sur le terrain, malheureusement, ça ne l'est pas. Et il y a encore, je vois une avocate qui opine, il y a malheureusement un certain nombre de dossiers où des éléments d'extranéité n'ont absolument pas été soulevés. Et c'est vrai, et ça, je rejoins la réflexion d'un précédent intervenant, c'est vrai que l'avocat, à ce niveau-là, a un rôle essentiel parce que c'est lui qui va pouvoir attirer l'attention du magistrat sur cet élément. Alors, je sais les contraintes auxquelles nous sommes tous soumis. J'ai exercé pendant des années mon activité en juridiction. Je sais la charge de travail que ça représente, et c'est vrai que quelquefois, on s'inquiète de la durée de la procédure que peut constituer, enfin, de l'allongement en durée que peut représenter ces recherches, ces demandes, éventuellement ces questions préjudicielles à poser. Mais je crois quand même que c'est essentiel parce qu'il faut savoir quand même qu'on est dans un régime de reconnaissance mutuelle des décisions et que si cet élément n'est pas soulevé, eh bien, on risque de rendre une décision qui va circuler et qui n'aura pas fait la bonne application, ou un juge se sera reconnu à tort compétent, ou aura appliqué à tort une loi qui n'était pas la bonne. C'est quand même très, très important. Donc,
Information sur le droit étranger, deuxième source, pas de surprise, les notifications, troisième source de requête, les obtentions de preuves. Obtention de preuves, ça peut être très vaste, c'est bien sûr l'audition d'un témoin, mais ça peut être une expertise ADN à réaliser, des pièces à récupérer, etc. Donc là aussi, si vous avez le moindre doute, eh bien, interrogez votre ordre ou interrogez le point de contact national et des informations vous seront fournies. Et puis, il y a surtout ce fameux portail e-justice. Voilà. Donc, quelle est la provenance des requêtes? Sans surprise. Alors, la majorité des requêtes, elles viennent d'abord des praticiens français. Ça, c'est très bien. On aimerait même qu'ils nous saisissent davantage, parce que ça voudrait dire que vraiment, ils prennent conscience de la matière et que peut-être et surtout qu'ils savent où s'adresser en cas de doute. Au niveau des pays étrangers, notre interlocuteur le plus fréquent, c'est l'Allemagne. Et je dois dire talonné après, assez près, par la Pologne, effectivement. Alors, il y a une petite erreur, je suis désolée, elle n'a pas été corrigée dans le tableau, je vous le dis quand même. Il y a marqué 10, et il y a 2 fois la Pologne qui apparaît, ils auraient dû être réunis, ça fait 12. Mais c'était infernal, j'ai essayé de le faire, mais malheureusement, j'avoue humblement que mes connaissances en technologie ne sont pas suffisantes, il fallait aller sur un logiciel, etc. Je vous le dis. Donc la Pologne, c'est en deuxième. Et la République tchèque également très, très présente. J'ai beaucoup d'échanges avec mes collègues tchèques en matière de requêtes. Voilà. Pour que ce réseau européen vive, il faut qu'il se rencontre. C'est essentiel de connaître ses interlocuteurs. Et la Commission prend l'initiative d'organiser 6 fois par an à Bruxelles ou dans le pays qui accueille, qui est président du Conseil de l'Union, un événement. Et puis, de son côté, le point de contact national dans chaque État membre organise également des rendez-vous avec les membres de son réseau. Alors, ce sont des... Voilà. Les réunions qui sont organisées à Bruxelles, c'est intéressant parce qu'elles permettent de vérifier la mise en œuvre des différents règlements européens. Alors, il y a des règlements qui sont incontournables et qu'on va évaluer, j'allais dire, tous les ans. Je pense au règlement signification, obtention des preuves, obligation alimentaire, c'est quand même... Et compétences, ça, vraiment, compétences. Et vous savez qu'il y a eu le fameux règlement Bruxelles de terre en matière de droit familial qui est venu profondément modifier la matière, qui est rentrée en application l'an dernier, l'été dernier, et qui a donné lieu à beaucoup de discussions et à un nouveau guide, d'ailleurs, qui est disponible et qui a été édité par la Commission. Il y a des sujets qui sont abordés moins souvent parce que les demandes sont moindres. C'est là l'an dernier, je vous ai mis. Non, alors cette année 2023, il y a le règlement succession. C'est pas un règlement qu'on aborde systématiquement. Et puis tous les ans, on fait une réunion annuelle également où on passe en revue toute l'actualité normative et jurisprudentielle de la Cour de justice. Et puis, on annonce également quels seront les nouveaux chantiers, les nouvelles initiatives qui seront abordées. Et ça se déroule pendant 2 jours. Et tous les États membres y participent. Donc, vous avez les 27 points de contact, enfin 27 ou plus d'ailleurs, parce que chaque État européen est totalement libre d'organiser à sa manière son réseau. La France a fait le choix d'un point de contact national plus d'un point de contact par profession, mais il y a des organisations différentes. Mais enfin, on se retrouve tous à Bruxelles en moyenne tous les 2 mois. Et ce qui est important de savoir, c'est que à cette occasion, on peut amener avec nous des professionnels spécialisés sur le sujet qui sera abordé et qui vont venir porter, pareil, la voix du terrain
à Bruxelles. Et moi, je propose, chaque fois que j'ai une nouvelle réunion qui s'annonce, à tous les points de contact des professions, les sujets en disant, est-ce que vous souhaitez nous envoyer un spécialiste pour tel ou tel sujet? Ainsi qu'on a Élodie Mulon, qui est une grande spécialiste parisienne du droit de la famille, qui bien évidemment n'aurait jamais manqué la réunion c'était de mars dernier sur Bruxelles 2 bis, qui est venue participer. La semaine prochaine, je serai à Bruxelles pour le règlement notification. Vous savez que la refonte du règlement de notification, elle est très importante parce qu'elle introduit la numérisation, vaste sujet. Autant dire que la France a encore du travail à faire pour se mettre à niveau. Et j'en vais amener avec moi 2 représentants de la Chambre nationale des commissaires de justice, qui sont donc les autorités compétentes désignées par la France pour assurer la transmission des actes et qui devront s'organiser pour respecter les nouvelles orientations européennes qui sont maintenant de faire de la communication dématérialisée la règle, alors que jusqu'à présent, on fonctionne encore exclusivement par papier. Donc, ces rencontres-là, ça permet, au point de contact, d'amener avec lui des experts et des praticiens et de faire remonter les points qui posent problème et notamment d'organiser en marge des réunions bilatérales. Donc, si vous avez, je vous le dis, si vous avez des dossiers qui posent problème en droit européen et pour lesquels il n'y a pas de solution avec un État membre, eh bien, vous pouvez parfaitement nous le signaler et nous, à l'occasion d'une réunion bilatérale, on pourra venir porter cette difficulté et voir comment la résoudre. À côté de ces réunions qui sont organisées par Bruxelles, là, c'est la commission, j'allais dire, qui fait tout. C'est la commission qui met à disposition ses locaux, qui organise toute l'intendance. J'allais dire, elle est généreuse. Tout est pris en charge. Si jamais vous avez envie de découvrir le fonctionnement pratique, concret du réseau à Bruxelles, sachez que la commission s'occupera de votre billet, de votre hébergement. Vous aurez simplement à faire œuvre de présence et surtout à porter la voix de votre profession. Et puis, à côté de ces réunions-là, les réunions annuelles organisées par le point de contact national, elles ont lieu une fois par an et la tradition veut qu'elles soient accueillies à tour de rôle par les différents ordres. Donc, ça permet de favoriser les échanges entre les professions, auxquels nous, Réseau judiciaire européen, on est très attachés. Et puis également de faire le point et d'indiquer tout ce qu'on a fait jusqu'à présent et tout ce qu'on prévoit de faire pour l'avenir. Il y a des sessions plénières, des sessions restreintes. Et je vous ai mis sur le slide suivant, vous voyez, un petit exemple de ce qui s'était passé. Donc, vous voyez, ça tourne. 2018, c'était au Conseil supérieur du notariat, à la Chambre nationale des commissaires de justice. Moi, quand je suis arrivée en 2020, malheureusement, j'étais très déçue parce que je me suis dit, j'ai choisi ce poste, je vais pouvoir voyager, je vais pouvoir aller rencontrer mes collègues. Patatras, pandémie. C'était en visioconférence, mais ça s'est quand même fait. On était censé être accueillis par le Conseil national des barreaux. Il nous a accueillis virtuellement, très bien, mais bon. Ensuite, on a repris en présentiel à la Cour de cassation pour la première fois. Et ça, c'était d'ailleurs un très bel événement. Cette année, on a fait la réunion de 2021 pour l'année 2022 à la Chambre nationale des commissaires de justice. Elle s'est tenue en fait en janvier 2023 parce qu'entre-temps, on avait eu les 20 ans, notre anniversaire des 20 ans du réseau qui avait été organisé dans l'enceinte du Conseil supérieur du notariat. Voilà. Alors, pourtant, on y croit. On a avec nous des gens très motivés et pourtant, ce réseau qui a 20 ans, je le répète, plus de 20 ans, il a donc dépassé, il a l'âge de la majorité, eh bien, il est encore très insuffisamment connu. Est-ce que je peux me permettre une petite question? Est-ce que tous dans cette salle, vous connaissiez son existence? Soyez honnêtes. Je demande de la franchise. J'ai entendu un avocat général tout à l'heure qui disait qu'il ne mentait jamais, mais il est parti. Je ne connais même pas l'identité du magistrat Qui est votre magistrat référent? Et référent, je ne savais même pas qui est le magistrat référent.
Alors ça, je vais pouvoir vous le dire parce que moi, j'ai la liste de tous les magistrats référents. Vous voyez, vous seriez à la cour d'Aix-en-Provence, je ne pense pas que vous poseriez cette question parce qu'avec Rosemary, je pense que c'est difficile d'échapper à la connaissance du réseau judiciaire européen. Mais malheureusement, c'est un constat que je suis obligée de faire assez souvent. J'organise régulièrement des formations. J'étais à l'ENG, l'École nationale des greffes à Dijon, il y a 15 jours. J'ai demandé qui connaissait le réseau. Personne n'a levé la main. J'étais un petit peu triste, ou juste vraiment les gens organisateurs. Par contre, l'année dernière, la semaine dernière, ça j'ai eu une heureuse surprise. J'ai animé une formation à l'ENM avec des collègues magistrats. Bon, ils avaient une appétence pour le droit européen. Et ça, ils le connaissaient tous et ils connaissaient même le portail e-justice. Alors, j'en déduis que le portail e-justice, vous ne le connaissez pas non plus? Ou vous le connaissez? Ah, quand même, voilà. Bon, écoutez, la Cour de cassation, la Commission en est parfaitement consciente, et c'est la raison pour laquelle elle subventionne, et de manière très généreuse, je dois dire, tous les projets, toutes les initiatives des États qui proposent des actions de communication, de formation des professionnels pour renforcer la visibilité de ce réseau, parce qu'il faut absolument, je vois... Parce que, alors, pour les professions, il y a des points de contact, parce que nous, on est point de contact pour le référent magistrat, mais chaque ordre, normalement, désigne des points de contact. Voilà, parce que c'est vrai que le point de contact magistrat, il s'occupe des magistrats, mais il organise des événements. Mais il est principalement destiné aux magistrats. Comment ? Un point de contact avocat, ah ben oui, mais ça je le sais. Dès que j'ai pris mes fonctions, on me l'a dit. On m'a dit qu'il y en a qui sont désignés mais qui l'ignorent. Bon, ça c'était quand je suis arrivée. Et qui ne le sont pas. Non, là je crois qu'il y a vraiment une forte mobilisation là à avoir. Est-ce qu'on peut partir d'un cas pratique? Je suis avocat d'un barreau de province. Oui, oui. J'ai un problème de signification d'une décision en matière familiale, Oui. avec un papa qui est parti avec 3 enfants en Roumanie. Oui. À qui dois-je m'adresser? Le premier réflexe, normalement, c'est de vous adresser à votre référent régional ou après à l'ADBF. L'ADBF fait un travail formidable. Mais très honnêtement, si vous m'écrivez, je vous répondrai. Mais normalement, le premier réflexe, je parle sous le contrôle de Laurent, c'est de contacter votre référent régional si vous le connaissez et s'il existe vraiment réellement, parce qu'il peut exister fictivement et ignorer. Voilà. Et l'ADBF, parce que l'ADBF fait un travail remarquable, des podcasts, des actions. Vous ménagez pas vos efforts, mais en même temps, ça me rassure quelque part, parce que je me dis, on y croit, on fait des choses, et pourtant, il y a encore un déficit de visibilité. Mais la première question que je vous poserai par mail dans quelques jours, quel est le référent auprès de la Cour d'appel de Nîmes? Ça va m'intéresser de savoir quel est... Mais normalement, lui, il n'a pas à vous répondre. Il n'a pas à me répondre, il répond non, comme magistrat. Non, parce que normalement, normalement, lui, il s'occupe de... Alors, je parle sous le contrôle de Rosemary. Moi, ça serait très volontiers que je répondrais à tous les Mais oui, c'est ça. Et surtout à m'occuper de mes collègues. Voilà. À conseiller les greffiers de toute la cour d'appel. Voilà, parce que c'est vrai que le magistrat, pour l'instant, s'occupe également des greffiers. Notre projet, c'est d'avoir bientôt des référents greffiers également, parce qu'en matière d'exécution, notamment de décision, ils ont un rôle majeur. Mais oui. Oui, alors ça me dit quelque chose. Ça me dit quelque chose, ça. Oui, bien sûr. Pour désigner le référent du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale au niveau des avocats.
Et est-ce qu'il y a comment dire, je dirais quelque chose comme un petit peu nous, c'est la France qui a décidé. C'est la DBF qui est le point de contact. Et national des barreaux. Ouais. Donc, on attend de vous, finalement, la désignation de ces référents. C'est ça. Voilà. Oui. C'était sous l'initiative de la France. Les autres professions en plus des magistrats. Donc, quand les avocats ont pu intégrer le réseau pour une certaine part, pas pour tous ces enjeux, on a fait un appel à candidature et à manifestation d'intérêt de tous les confrères des 74 000 avocats en France qui nous ont adressé un CV indiquant leurs compétences, leurs connaissances, ou peut-être le fait que dans leur pratique, ils manipulaient des dossiers transfrontaliers. Et donc, avec ça, on a créé ce maillage. Mais c'est vrai qu'il faut le mettre à jour et on n'en a pas dans toutes les cours d'appel. Donc, c'est une problématique déjà d'identification de ses confrères. Et ensuite, on soumet sa candidature, si je puis dire, au Conseil national des barreaux, qui effectivement après nomme en liaison avec le bâtonnier de chacun des barreaux. Ça fonctionne un peu comme ça, mais il nous en manque, il y a des trous dans la raquette. Est-ce qu'il n'y aurait pas un avocat référent pour toute la cour? Il faut absolument qu'il y en ait un par barreau. Enfin, non. Comment les choses doivent... Oui, ça serait bien de faire le pendant de ce qui existe pour les magistrats et ce qu'on va faire pour les greffiers. Parce qu'effectivement, mais je ne veux pas t'interrompre, Catherine, dans ton Non, mais écoutez, on est un réseau accessible et qui est très informel. Vous voyez, alors moi, je ne m'offusque absolument pas. Je ne parle pas ex cathedra et je ne viens pas délivrer la bonne parole. Moi, je crois énormément aux échanges et on est là, on peut nous saisir très facilement et on peut échanger facilement. Donc, oui, parce qu'en réalité, au niveau de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, j'aurais l'ambition de pouvoir créer un groupe de réflexion qui rassemble alors un avocat, un notaire. C'est formidable. Il nous faudrait des Rosemary partout. Et voilà. Et il y en a. Mais il y en a, absolument. Non, mais je dois dire que les collègues, parce que c'est un gros travail, parce qu'ils n'ont aucune décharge, je dois dire que les collègues qui acceptent de le faire sont souvent... Alors, quelques présidents les soutiennent, mais pas tous, malheureusement, en considérant qu'il y a d'autres urgences. La priorité européenne n'est pas appréciée de la même manière dans tous les tribunaux de France et de Navarre. Donc, c'est vrai que les collègues qui font cet effort, merci à eux, mais c'est pas simple. Et nous, je vais aller dire par rapport à vous, on a quand même cette contrainte souvent de la mobilité qui fait qu'on a des gens qui sont très bien et puis dans 3-4 ans, ils vont repartir et il faut recommencer. C'est vrai qu'il peut y avoir peut-être une plus grande stabilité chez les professionnels que sont les avocats qui sont quand même attachés à un barreau et qui ne vont pas disparaître. Je pense que c'est en train de se mettre... Très bien. Eh bien, écoutez, si cette journée permet cela, cette prise de conscience, mais c'est évident. En tout cas, le constat est un peu cinglant. Il n'est pas suffisamment connu, ce réseau. Et autant pour les magistrats que pour les avocats. Je ne vous parle pas des commissaires de justice, même s'il y a vraiment des efforts. On sent une volonté de leur part d'intervenir beaucoup plus activement, ne serait-ce qu'en allant à Bruxelles. Je pense que, vous voyez, d'aller à Bruxelles en délégation, c'est le meilleur des moyens parce qu'on voit véritablement comment ça se passe et combien c'est précieux d'avoir ce retour du terrain. Et tous les États membres jouent le jeu. On parle et on confronte les pratiques, les bonnes, les moins bonnes. On essaie de dégager des solutions. C'est vraiment une belle initiative sur le papier. Et encore faut-il qu'elle s'illustre dans la pratique. Donc, la Commission l'a bien compris. Elle a développé un programme justice avec des appels à projets sur lesquels la France s'est positionnée immédiatement. Alors ça, on ne peut pas reprocher. La France a tout de suite déposé un premier projet. C'était le projet CLU1, pour lequel elle avait bénéficié à l'époque d'une subvention de 65 000 € qui lui a permis de réaliser un certain nombre d'actions. Et les premières, c'était la newsletter, des guides. Et devant le succès de cette première initiative, on a réitéré
on a récidivé, je dirais, 2 ans plus tard, avec le projet CLU2, là beaucoup plus ambitieux, mais aussi plus d'argent à la clé, parce que c'est ça aussi, c'est le nerf de la guerre. Pour organiser toutes ces actions, ces outils de communication, ces séminaires en région, il faut que les subventions soient là, il faut les financer. Et donc, on a pu avoir un chargé de projet à temps plein qui fait ça, et je vois bien que la DBF, vous avez une équipe, parce qu'on ne peut pas imaginer, devant la profusion, parce que c'est vrai, hein, la profusion des textes et la véritable inflation législative européenne, on est obligé vraiment d'être précis. En plus, on ne peut pas se permettre de dire des bêtises. Donc, le projet Q2, je vais vous montrer des illustrations de ce qu'on a fait. Il s'est terminé en janvier de cette année et on a le projet de recommencer pour CLU3. Et on a déposé au mois d'avril un nouveau projet, encore plus ambitieux. On demande encore plus de sous. Et on aura la réponse au mois de septembre. Mais bon, on nous a dit que ça avait été très bien employé et il y avait véritablement quand même un retour sur investissement. Donc, on l'a intitulé, on a fait un petit jeu de mots, on l'a intitulé CLU. Alors, je reviens en arrière. Voilà, CLU, voilà. Parce que le projet CLU, j'ai dû le mettre, voilà, c'est connaître la législation de l'Union européenne. Un petit jeu de mots avec le clou. Et on a privilégié 2 axes. On a dit, pour renforcer la visibilité, il nous faut 2 choses. Il nous faut des outils de communication qui sont facilement accessibles pour les professionnels, qui n'ont pas le temps d'aller passer des heures. C'est plus des étudiants, hein, les professionnels du droit. Ils ont des dossiers avec des solutions à trouver vite. Il faut qu'ils sachent où chercher. Donc, des outils de communication. Et puis, il faut qu'on les forme également. Donc, il faut qu'on organise des séminaires. Et on a d'ailleurs fait le choix d'organiser majoritairement ces séminaires en région. Donc, les outils de promotion, on a mis en place une newsletter. La DBF fait la même chose. La DBF, c'est tous les mois, Laurent, que vous faites une DBF, une newsletter. Ouais, pas tout à fait, nous non plus. C'est vrai que c'est quelquefois un peu difficile de tenir la cadence. La première... mince, je vais trop vite. On a fait la première vidéo de présentation que vous avez eue, qui en général est bien appréciée, parce qu'elle est un peu, j'allais dire, un peu naïve, cette vidéo, mais en même temps, elle illustre bien le côté très pratique, hein, des actions qui sont menées et des réponses concrètes qu'on peut trouver lorsqu'on est confronté à une difficulté en matière notamment familiale transfrontalière. On a fait un guide référent pratique pour les magistrats qui sont nommés en juridiction et qui vont devoir assister leurs collègues de la cour ou du tribunal parce qu'ils ont une compétence sur le ressort de la cour. Donc, on leur a fait un guide pratique. On a une page Internet et intranet. Alors, vous avez des avocats, ils ont accès à la page Internet. Je ne sais pas si vous avez remarqué, on a travaillé, on a vraiment fait des progrès parce qu'elle avait besoin d'être modernisée, plus lisible, etc. Donc, on a bien revu notre page Internet. Et puis, tous les ans, on diffuse également un rapport. Et puis, grande nouveauté de l'an dernier, à l'instar d'ailleurs de la DBF qui l'avait fait, je crois que vous nous avez un petit peu précédé sur le sujet, on a développé 15 podcasts qu'on a intitulés « Droit vers l'Europe » et qui sont des entretiens, en fait, avec des experts. Et on a choisi à chaque fois un instrument européen. Et en 10-15 minutes, quand vous allez travailler le matin, que vous avez envie de vous former un petit peu, vous mettez le podcast. Il est d'ailleurs diffusé. Vous pouvez le trouver sur le site justice.gouv.fr, le site internet. Et puis on l'a mis également sur plusieurs plateformes. Et c'est un nouveau moyen, un nouvel outil dont les jeunes aujourd'hui sont très friands pour découvrir et approfondir un sujet, une procédure. Et on a d'ailleurs plusieurs avocats qui sont venus contribuer à ces podcasts. J'ai Roy Speed, je pense à Roy Speed qui est venu, mais j'ai également d'autres avocats qui sont venus apporter leur concours à ces podcasts. Je ne sais pas si vous les avez. La DBF, ça, je me doute qu'elle les connaît. Mais voilà. Et puis, on a fait une nouvelle vidéo. Je ne vais pas résister au plaisir de vous la montrer. On a fait une nouvelle vidéo plus moderne concernant, cette fois-ci, le portail e-justice. Parce que on peut le... J'appuie ou c'est vous qui le lancez?
vous êtes magistrat, avocat, avocat au conseil, commissaire de justice, notaire ou greffier, et vous rencontrez une difficulté dans un dossier transfrontière familial, civil ou commercial européen, par exemple, un litige sur l'exécution d'un contrat oppose une société française et une société belge. Quel juge est compétent? Un juge français doit appliquer la loi d'un autre État membre de l'Union européenne dans un dossier de divorce. Comment trouver le contenu de la loi étrangère? Une société française possède une facture impayée d'un client résidant en Italie. Comment peut-elle obtenir le recouvrement de sa créance? Ou encore, dans un dossier, une des parties doit être informée de la procédure, mais elle réside dans un autre État membre. Comment lui signifier les actes? Plusieurs outils sont à votre disposition. Consultez le portail e-justice. Vous trouverez les informations utiles pour résoudre votre difficulté sur une procédure judiciaire européenne. Des fiches pratiques sur le droit des différents États membres. Des formulaires en ligne en 23 langues vous permettront de communiquer avec une entité étrangère pour appliquer les différentes procédures européennes. Géré par la Commission européenne, il a vocation à devenir le guichet unique dans le domaine de la justice européenne. Depuis le portail e-justice, vous pouvez également accéder à l'espace du RJECC. Il a pour mission de renforcer et simplifier la coopération judiciaire au sein de l'Union européenne. Dans chaque État membre, le RJECC est composé d'un ou plusieurs points de contact nationaux. En France, le point de contact national est un magistrat du ministère de la Justice. Des référents sont aussi présents dans chaque cour d'appel et au sein des instances représentatives des professions. Ils sont vos interlocuteurs. Adoptez le bon réflexe. e-justice.europa.eu. Donc, deuxième illustration de notre travail. Voilà, donc nouveaux outils, podcasts, refonte, toujours des nouvelles fiches pratiques. On a fait une fiche pratique avocat qui a été, je pense que vous l'avez relayée. Voilà, rapport d'activité, etc. Et puis toujours et encore des séminaires en région. Donc je vous ai mis la liste, vous voyez, les villes qu'on a investies en 2022, Aix-en-Provence, Paris, Nantes, Reims. Et puis on a créé en fait ces nouveaux séminaires en matière civile et commerciale qui sont composés d'ailleurs d'intervenants qui représentent l'ensemble des professions du droit et qui sont venus partager leur expérience et leur connaissance dans les dossiers. Et puis on a repris les dossiers familiaux transfrontières qui étaient déjà mis en place depuis 2020. On a fait deux séminaires. Et à chaque fois, c'est des moments très joyeux, et j'allais dire, et vraiment qui permettent aux professionnels du terrain de se connaître, de se découvrir et d'avancer ensemble et de trouver quelquefois des solutions à leurs problèmes. Voilà. Non, on ne va pas s'arrêter là, donc on a encore plein de projets. Donc ce projet +3, bon, on espère que la commission nous suivra. Je peux vous en livrer un petit peu les idées. Bon, on ne va pas changer une équipe qui gagne, j'allais dire. Donc on reprend les fondamentaux, c'est-à-dire que les outils qui existent déjà et qui marchent, la newsletter qui vraiment fonctionne bien, le principe des séminaires en région, les podcasts, bien sûr, on continue à les diffuser. Bon, là, on a 2 vidéos, je pense que ça, c'est bon au niveau des vidéos. Mais par contre, on s'est aperçu qu'il pouvait y avoir d'une région à l'autre, c'est pas parce qu'on est en province que toutes les provinces ont les mêmes problématiques. Donc, on s'est dit qu'on allait faire une caravane du droit, où on partirait avec un ensemble de professionnels, et on irait rencontrer sur le terrain des praticiens, et on irait leur demander concrètement quels sont les problèmes les plus fréquents qu'ils rencontrent en matière de droit de l'Union. Alors on a choisi, je crois que on a choisi on a sélectionné la ville de Nice. Non, pas la ville de Nice. Si on a choisi Nice. Ah bah oui, si c'est Nice justement. Oui, j'avais un petit doute. Absolument, c'est Nice. Oui, parce que jusqu'à présent, on avait choisi des cours d'appel. C'est ça. Donc, on a choisi Nice, absolument. Merci de me corriger. On a choisi Strasbourg, parce qu'on s'est dit que là aussi, on a choisi des régions un peu transfrontalières.
Galère. On a choisi Perpignan. Et je crois, et on en a choisi une autre, mais sur le coup, elle m'échappe. Lille, c'est ça. Vous êtes là. C'est la fin de la journée, je commence à fatiguer un petit peu. Et donc, on va recueillir leurs besoins et on va revenir un an, l'année d'après, pour leur proposer un séminaire adapté à leurs problématiques. Et on a décidé, comme ce sont, là on a choisi des régions transfrontalières, éventuellement, je pense que ça va se faire, on espère en tout cas, de demander aux magistrats ou aux professionnels du droit de la région, de l'État frontalier, de venir nous faire partager son expérience. Par exemple, pour Nice, on pourra avoir des Italiens, pour Lille, la Belgique, et puis voilà. Pour Perpignan, les Espagnols. Donc, comment on peut régler tel ou tel problème, ça. Et puis, on a également l'idée de faire des infographies, parce qu'on s'aperçoit aussi que le public, on a beaucoup de questions qui nous sont posées en matière de droit de la famille, notamment au niveau des conseils départementaux, de toutes les problématiques d'enfants qui sont des déplacements d'enfants, les conseils départementaux, évidemment, les placements d'enfants ont besoin de réponses très techniques et très concrètes, et où le droit de l'Union n'est pas étranger. Bon, on s'est aperçu qu'il fallait également cibler ces besoins-là qui n'ont pas forcément le réflexe d'aller vers le portail e-justice ou aller consulter le réseau judiciaire européen. Donc on veut développer ça. Voilà. On a déposé notre projet le 19 avril et au mois de septembre, on saura. Mais j'allais dire que c'est un peu comme le loto, c'est ce que nous ont dit tous ceux qui ont gagné, ont joué. Apparemment, jusqu'à présent, touchons du doigt, tous les projets qui ont été présentés par les États pour développer leur réseau ont été accueillis et financés. Donc on garde de bon espoir. Parce qu'effectivement, il faut être clair, sans ce financement, nous, on ne pourrait pas mener à bien, parce que ça mobilise quand même du monde, de l'énergie. Voilà. Il y a quand même une grosse intendance. Voilà, mais je vous remercie de votre attention.